bonjour, bonsoir, en bref. Salut mes petits cocos, bon retour sur ma chaîne pour les chers habitués qui me retrouvent. Quant aux petits rats de bibliothèque qui nous découvrent, bienvenue. Enfin nous, je suis toute seule, mais c'est pas grave, on est plusieurs là-dedans. À force de lire aussi, on n'est jamais seul. On a toujours des amis dans un livre. C'est un peu triste à dire. Anyways. On va direct passer au sujet de la vidéo, donc je ne sais pas si vous avez compris, mais moi je suis en train de tourner actuellement et bientôt de poster, du coup vous voyez celle qui est publiée, une vidéo à propos de mon bilan lecture du mois de juin 2024. Nous sommes le 23, donc j'ai pas fini le mois encore, je sais ce que j'ai prévu de lire encore, je suis en cours d'une lecture et je crois que j'ai le temps de lire qu'un ou deux romans après avant la fin du mois. Donc je vais vous en parler. Pour l'instant, je vais vous faire aussi mon retour sur ceux que j'ai déjà lus. La dernière fois, j'ai tourné le 30 au lieu de prendre autant d'avance comme je fais là. Et du coup, ça fait que j'ai posté que le 8 juin ma vidéo mensuelle du mois de mai. Donc là, on a appris de nos erreurs et on s'y prend à l'avance, tant pis. Je refais comme je faisais avant. Donc ici, j'ai commencé le mois, c'est-à-dire que je finissais un livre que j'ai commencé en mai. Je l'ai commencé le 29 mai et je l'ai fini le 2 juin, ce livre-là. Il s'agit de The Throne of Glass par Sarah J. Maas et en français, je crois que c'est Selena le nom. Et c'est un livre qui fait 405 pages. C'est un roman qui a été publié en 2012 et c'est une des premières séries qu'a écrite Sarah J. Maas, qui est aussi l'autrice de ACOTAR. Vous savez, la série de livres que j'ai beaucoup aimé, la fantastique, avec un peu de et des références à La Belle et la Bête dans le premier tome, mais qui dépassent vite la réécriture de ce conte de fées à partir du deuxième tome, et que c'était magnifique, c'était parfait. Et bref, à force de suivre sur TikTok et sur BookTube et tout ça, les recommandations qu'on me fait par rapport à cette autrice et cette série, et ben il m'a été conseillé, enfin on conseille en général de aussi lire, comme quoi c'est encore mieux, la première série fantastique qu'a écrite cette autrice, donc celle que je viens de commencer, The Throne of Glass. TOG, donc on la surnomme. De ce qu'on m'a dit, ça va être plus ou moins relié, où il y aura des références, où c'est un peu la même base que ACOTAR. Enfin, j'ai pas tout compris, donc je vais le lire et je comprendrai. Apparemment, elle écrit pas des histoires séparées, c'est plus ou moins relié dans des univers sortes de parallèles et tout ça. Et ben moi je suis curieuse de savoir comment ça se développe tout ça. Elle a aussi écrit maintenant, dans les années 2020 et tout, une nouvelle trilogie qui est dans un autre monde, un peu comme notre monde moderne avec du fantastique, donc un peu comme de la bitlit. Et apparemment ces trois univers-là, ces trois séries-là sont connectés et je veux voir comment du coup. Donc là, je me lance d'abord dans The Throne of Glass. C'est un roman donc fantastique, c'est de la young adult cette fois-ci, pas de la new adult, c'est-à-dire que ils sont adultes, ils ont plus de 18 ans, ils ont 18 ans quoi, enfin ils ont au moins 18 ans et il y a de la romance, mais il n'y a pas de scène explicite olé olé, vous voyez, parce qu'en fait, elle a écrit ces tomes-ci, je crois, le premier tome en tout cas, quand elle avait 16 ans ou un truc comme ça, et c'était pour les jeunes adultes, quoi, pour les ados comme les jeunes adultes, c'est très accessible. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sorte de triangle amoureux, il y a des dangers, il y a des compétitions, et il y a du royal, de la royauté et tout ça, donc que des éléments que j'aime. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai quand même mis 4 étoiles, donc ça m'a bien plu. C'est un bon début, il y avait des parties intrigantes dans l'histoire. J'ai, moi, un ship favori dans ce triangle amoureux qui nous est proposé pour l'instant. Mais voilà, je me méfie avec Sarah J. Maas, j'ai appris grâce à ACOTAR que souvent dans le premier tome, les romances qui s'y passent, à la fin, c'est pas du tout la même. Donc je lis ça en attendant de lire les prochains livres qu'elle va nous sortir d'ACOTAR. Enfin, j'espère qu'elle va nous les écrire, ces livres de A Court of Thorns and Roses, parce que c'est pas fini. Et en attendant, j'essaie de voir quelle connexion il y a avec ces autres séries. Pour l'instant, j'avoue que je préfère encore le sentiment que j'ai eu dans A Court of Thorns and Roses, mais comme c'est une série plus longue, celle-ci, il y a peut-être plus de matière à développement, donc ça, le potentiel doit encore plus me plaire, donc j'ai plutôt hâte de lire la suite, je l'admets. Je recommande pour l'instant, plutôt, c'est sympa, et je vais voir avant de vous recommander chaleureusement si la suite me plaît. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu The Graham Effect par Elle Kennedy. Il faisait environ 490 pages et je l'ai fini le 6 juin. Donc juste après avoir lu Throne of Glass, j'ai enchaîné. Et je crois qu'il a été publié en octobre 2023.
Et en fait, c'est quoi comme genre? C'est une romance de hockey, entre joueurs de hockey, une fille et un garçon. C'est épicé. C'est à propos de la seconde génération de la série Off Campus. Donc vous savez, j'ai lu l'an dernier et cette année les livres Off Campus et Briar You, qui était le spin-off déjà de Off Campus. Et là, c'est le premier couple de Off Campus. Ils ont un enfant dans une des nouvelles qui suit à la fin. Et cet enfant, elle a bien grandi, puisque maintenant elle est à la fac où ils ont été, et elle est dans une équipe féminine de hockey. Et là, c'est sa romance en fait. C'est son histoire d'amour avec un joueur de hockey qui a rejoint l'équipe, et que d'ailleurs son père, le personnage principal du tout premier livre de Off Campus, ne trouve pas à son goût. Donc c'est assez intéressant à lire. Je lui ai mis une note de 4,25. Oui, maintenant ça y est, je commence à faire les 25, 75 et tout ça, parce que je trouve des fois que c'est pas assez précis. J'aime pas mettre deux fois la même note à deux livres qui pourtant m'ont donné deux sentiments tellement différents. Enfin bref, j'en ai pensé qu'il y avait une bonne relation qui a été bien développée, j'ai bien aimé. Il y avait des références cool aux séries d'avant, et en même temps j'ai trouvé ça parfois un peu long. Et je vois bien qu'on est en train de me présenter plein de nouveaux personnages qui, à mon avis, vont être développés dans les prochains livres qui vont suivre. Donc c'était bien, j'ai bien aimé. C'était pas mon coup de cœur comme le premier tome de Off Campus, mais bon potentiel quoi. Donc ça fait toujours plaisir à lire, c'est pas trop compliqué à lire. À retrouver cet univers contemporain plutôt simple, et même si je suis pas à fond dans le sport, voilà, peut-être c'était ça mon petit bémol. Comme je suis pas à fond dans le sport, j'admets qu'à plusieurs moments, il partait trop loin dans les descriptions des matchs et tout ça. Et je sais que c'est très important pour nos personnages, parce que ce serait pas une vraie romance de hockey s'il n'y avait pas des vrais matchs de hockey et des conséquences et tout ça. Mais c'était plus parfois concentré sur quelques chapitres sur eux, sur leur équipe et tout ça, plutôt que sur le développement des relations. Je sais pas, j'ai pas trop... Cet aspect-là, j'étais moins intéressée par. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé. Je recommande, je suppose, parce que ce n'est pas une mauvaise lecture, et si on a aimé Off Campus et Briar U, il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas ce tome-ci non plus. Donc après ça, j'ai lu le deuxième tome de Dirty Hair, la série, qui s'appelle Collided, par Lauren Asher. Celui-là, il faisait 435 pages, et pourtant je l'ai fini le 11 juin, donc j'ai mis 5 jours à le lire, parce que c'était long. Très long. J'ai pas aimé, en fait. Il date de 2020. C'est une romance entre un coureur de F1. C'est une romance épicée, c'est du Friends to Lovers cette fois-ci. Ça avait le potentiel pour être différent du premier tome, mais c'était finalement si similaire dans le sens où déjà il y a une bonne partie, on l'a déjà vu dans le premier tome, mais cette fois-ci on est du point de vue 2. Donc c'était intéressant de voir ce qu'on n'avait pas dans le premier tome. Mais en même temps, c'est en fait pour une Friends to Lovers, pour une relation d'amitié à amour, je trouve que l'aspect amitié, il était superficiel. C'est-à-dire que très clairement, ils sont attirés l'un par l'autre dès le départ, mais ils sont en mode ah oui mais on peut pas, donc vaut mieux qu'on reste amis. Et en fait aucun des deux n'a vraiment envie d'être amis, hein. Ils sont pas vraiment amis, ils s'entendent très bien, je suis sûre qu'ils rigolent bien et tout ça, même si c'est plus dit qu'on ne le voit. Et ça aussi c'est un souci pour moi, c'est que quand on ouais je sais pas, quand c'est trop long, le rattrapage et la réaction du personnage masculin à la fin, je trouve ça plutôt bof. Ils étaient un peu marrants des fois, hein, mais pas assez, j'ai pas assez ressenti le côté ami, hein, donc voilà, c'est mon petit souci. Je sais que normalement je mets 3 tomes avant d'abandonner une série, mais je vais m'arrêter là pour cette série-là, parce qu'il n'y a que 4 tomes dans cette série, et que j'ai perdu énormément de temps à essayer de me motiver à lire ce livre, en sachant, j'ai passé plein de scènes de je crois. Ah non, c'est pas celui-là, c'est dans le tome d'après que ouais. J'ai enchaîné des livres qui étaient pas ouf là, ce mois-ci, à un moment donné. Donc oui, vous vous dites pourquoi je lui mets alors 3,25 étoiles et pas seulement 2 ou 1, parce que ça reste une lecture sympathique, c'est-à-dire j'ai pas complètement lâché, j'ai quand même aimé, c'est une romance, il y a quand même un petit aspect curiosité derrière, que j'étais là, comment ils vont régler ces soucis-là, comment ils vont faire, blablabla. La fin n'était pas ouf, le milieu ça allait, et le début j'étais pas très motivée suite après avoir eu le 1, et ça m'a pas réconciliée avec cette série. Je crois que les 2 autres tomes, pourtant, ils plaisent beaucoup, mais j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai énormément de livres à lire dans ma vie, plein qui me donnent envie. Celui-là, il a été surhype pour moi, surcoté dans les recommandations BookTube BookTok. Donc pour moi, je vais pas plus me consacrer de temps à cette lecture-ci. J'ai lu le 4e tome de Olympus Pride, qui, je vous rappelle, est la suite de
Meute Mercure, qui était un spin-off de la série Meute du Phénix. Donc ça, je vous en ai parlé dans mes premières vidéos de mes séries favorites. C'est de la beat-lit, j'adore ça. C'est écrit par Susan Wright, donc encore une fois, là c'est le cas. Ce tome-ci, il s'appelle Luke Devereaux en français, parce qu'on suit le personnage de Luke Devereaux, qui est le jumeau de l'alpha de cette troupe. Il fait environ 400 pages. Je l'ai commencé le 10 juin et je l'ai fini le 15 juin. Il a été publié en 2022. C'est ça qui me choque un peu, c'est qu'il est un peu plus récent que les autres. Et pourtant, je préfère les premiers tomes de Meute de Phénix et Meute Mercure que ces tomes-ci dernièrement dans le troupe Olympus Pride. Parce que, en fait, je sais pas comment expliquer, mais le premier tome de mémoire, il m'avait beaucoup plu. Le deuxième tome de mémoire, il m'avait plu. Et là, le troisième dont je vous ai parlé la dernière fois, il était bien, mais pas plus que ça. Moi, je suis vraiment pas tant que ça dans les romances amitié, amour. Hein. Moi, je suis plus pour Enemies to Lovers. Et là, c'est pire, c'est une age gap. C'est-à-dire, c'est du beat-lit, c'est épicé, mais c'est une romance qui a déjà été établie parce qu'en fait, ils se connaissent déjà, ils sont déjà rencontrés il y a un moment, on nous en a déjà parlé dans le tome, et il n'y a même pas le côté on se déteste, on est dans le déni ou quoi, c'est vraiment juste, ils sont faits pour être ensemble, ils sont âmes sœurs, ils se sont trouvés, elle était mineure, donc il a dit je te touche pas tant que t'es pas âgé, donc c'est limite un peu du grooming, vous savez ce que c'est le grooming en anglais, c'est un peu le côté malsain de on te façonne à mes goûts, comme tant que tu es jeune, et je te touche que quand tu es adulte, mais il y a un côté malsain de j'ai quand même été attirée par elle quand elle est mineure, et j'ai attendu qu'elle soit majeure, donc ça va, c'est légal, mais en soi là-dedans c'est pas très sain quoi. Et bah là ça m'a donné cette impression là, même si ils arrêtaient pas pendant tout le livre de justifier le côté que jamais oui il l'a touché, jamais il a été irrespectueux, elle est quand même libre de ses choix, blablabla, enfin juste le strict minimum, mais bon pas grave, et je sais pas, j'aimais pas trop, voilà, et là les scènes de Hum Hum, j'ai lu la première et ensuite j'ai passé toutes les autres. C'est pas mon genre de faire ça, mais j'ai passé toutes les autres parce que c'était redondant, c'était toujours j'adore comment tu... Voilà, blabla, et voilà, bref. Donc j'étais mal à l'aise avec le début, malgré les justifications. Un age gap, c'est quand il y a une différence d'âge. Hein. Je sais pas si je l'ai dit en français ou en anglais, mais en tout cas, age gap, c'est que lui, il a bientôt quarantaine, alors qu'elle vient d'avoir 18 ans, du coup. Ouais, je sais pas, j'étais pas à l'aise. Moi, je trouve pas ça attirant du tout. Je sais que c'est légal, mais du coup, il l'a rencontrée, elle avait 12 ans, il en avait environ la trentaine. Je me rappelle plus son âge précisément. Mais ça faisait beaucoup, quoi. Il l'a rencontrée, elle a 12 ans. Donc, apparemment, jusqu'à ses 16 ans, il n'y a rien de physique d'attirant pour lui. C'est juste, il est en mode, je veux la protéger comme si c'était... Et c'est là que c'est malsain, il veut la protéger parce que c'est ultra platonique, mais en attendant, dès qu'elle a 16 ans, 17 ans, là il commence à sentir l'attirance pour elle, mais il est en mode on peut pas faire grand chose, et ensuite dès qu'elle a 18 ans, il est en mode je saute quoi. Comme couple est si vite établi, je n'ai pas le développement qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait le plus dans l'histoire, c'était tout le côté intrigue mystérieuse du... Putain, mon téléphone il est en train de tomber petit à petit, là je suis en train de réaliser, là. Il était pas si penché que ça au départ. Mieux. Pour l'instant, ça va. Donc, qu'est-ce que je racontais? C'était la partie mystère de elle a un stalker, on sait pas c'est qui, et voilà. Parce que même le côté qu'elle soit devenue du coup l'épouse de ce mâle bêta, et que du coup elle devrait être la femelle bêta de toute cette troupe, et donc apprendre alors qu'elle est jeune à gérer les émotions et sa réputation auprès des gens et le respect et tout ça, je m'en fichais un peu. Je sais pas, là j'ai eu un désamour pour cette série, c'est dommage. J'ai beaucoup aimé les autres romans jusque-là. Je vais quand même continuer parce que les deux premiers m'ont plu. Là, ça fait juste deux derniers qui sont... Alors, le troisième était bof, et celui-là, il m'a juste pas plu. La suite, c'est sur c'est sur deux personnages, je suppose, que là, ça fait un moment que je les vois se prendre la tête, se chamailler, donc je suis curieuse de voir comment ça va se passer pour eux. J'espère que ça va me plaire, que ça va pas faire le même sentiment qu'une Sens tome-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Not in Love par Ali Hazelwood. Donc celui-ci, il fait 385 pages. Je crois qu'il est sorti le 11 juin, et donc dès le 11 juin, je l'ai téléchargé sur ma liseuse et j'ai lu quelques pages, mais ensuite j'ai continué à lire mon autre roman là qui me plaisait pas trop. Le 16 juin jusqu'au 18 juin, le tome Not in Love par Ali Hazelwood. Donc Ali Hazelwood, je vous rappelle, c'est celle qui a écrit... Ils sont là. Je les ressors à chaque fois parce qu'ils sont beaux et que j'aime les montrer, ils sont à moi. Donc, vous savez, c'est celle qui a écrit The Love Hypothesis et Love on the Brain. Et là, j'ai hâte de pouvoir aller acheter le troisième tome. Oh, le troisième tome qui vient de sortir pareil en hardback et qui est jaune avec du brillant violet. Et j'espère qu'ils vont
qui vont faire un autre hardback parce qu'elle a écrit d'autres livres aussi. Elle a écrit Bride, qui est un roman fantastique, donc qui n'a rien à voir avec cette série. Elle a écrit Checkmate, donc une romance plutôt young adulte sur des joueurs d'échecs. Tandis que là, c'est des féministes, donc c'est sur la science et tout ça, et c'est plutôt épicé. C'était inspiré de fanfiction de Adam Driver, donc de Ben Solo, aka Kylo Ren dans Star Wars. Et donc j'ai beaucoup adoré ces livres-là. Elle a une façon d'écrire ces personnages masculins qui... voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc dès qu'elle sort quelque chose, moi je saute dessus. Et celui-là, c'est Not in Love. Donc ça avait l'air d'être plutôt similaire avec la série Féministe parce que les personnages sont devant un truc de science, donc des petites fioles scientifiques là. Vous voyez que je suis pas du tout dans la science et que je sais pas de quoi je parle. J'avais compris que c'était à nouveau dans la science, que ça serait le sujet. Et notre héroïne est une ingénieure scientifique. Et lui, c'est un gars qui occupe qui gère des sociétés sur les ingénieurs scientifiques et les projets scientifiques et tout ça. Enfin bref. Et les laboratoires. Donc je pensais que ça allait être plutôt similaire, mais en fait, elle a prévenu dès le départ dans le livre que ce serait pas une chick lit, donc quelque chose de marrant. C'est plutôt des sujets sérieux qui s'y passent, même si c'est toujours écrit dans son style à elle, donc j'étais pas complètement déboussolée, j'avais bien aimé quand même cette lecture. Donc je lui ai mis 5 étoiles parce que j'ai vraiment kiffé. C'est donc une romance contemporaine très épicée, de new adult, donc pas young adult, attention, on voit les scènes et c'est même pendant un long moment basé très sur le physique, la relation, parce que ça commence, ils ont match sur une application pour Ken. Et donc c'est un amour interdit au travail environ, on va dire. C'est encore une réussite pour moi de Alia Zaywood, et même sans autant d'humour, avec des personnages plus sérieux, le côté qu'on soit un point de vue sur deux dans le garçon, un dans la fille, j'aime bien. Je préfère même que quand on a que la fille, parce que dès qu'on est dans le point de vue du gars, mon cœur fond, comment les mecs, elles les écrivent sombres pour leur femme, et je les envie, je veux. Enfin, ceci dit, j'ai un copain qui sûrement ils font aussi pour moi, mais je ne peux pas être dans sa tête, je ne peux pas voir. Alors que là, quand on est dans le livre et qu'on est dans la tête du gars, Bon, j'ai mis 5 étoiles, j'hésite limite à dire que c'est mon coup de cœur du mois, parce que regardez la taille de ce smile, rien que de m'en rappeler, d'en parler. Ça m'a fait tellement bien après mes 2 vies de lecture pourries, là, d'avoir... Pourrie, je suis peut-être un peu méchante, mais genre, j'étais pas très motivée, là. J'ai enchaîné 2 romans qui m'ont pas plus que ça. Et là... Ali, tu m'as sauvée. C'est parfait. J'adore. Je recommande chaleureusement. Ensuite, j'ai lu un de mes mangas dont je vous ai toujours pas parlé dans mes vidéos illustrées, donc je vais pas vous dire le titre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est sorti en 2014, que je lui ai mis 3,5 dans ma tête, parce que sur Goodreads, j'ai dû mettre 3 ou 4. Mais en fait, c'est mignon, mais je commence à trouver que c'est long, le côté nunuche. Dans les mangas, je sais que dans les shoujo, il y a du nunuche, que c'est gnangnan. Ça met du temps à se tenir la main, à se faire des bisous et tout ça. Mais là, c'est fou. Limite, on a l'impression que c'est que, à la place d'une romance, c'est que des amitiés. Et moi, je veux du détail, de la romance. Je m'attends pas à ce qu'il fasse kaboum kaboum, mais je voudrais qu'il y ait un peu plus de développement. Je suis au tome 12. Normalement, dans d'autres séries, c'est déjà la fin, le tome 12. Là, on en est à peu près à la moitié, du coup, pour cette série-ci. Mais, je sais que j'ai dépassé les épisodes de l'animé. Donc maintenant, j'aimerais que tout ce qui me manquait quand la fin de l'animé est arrivée, ce soit développé dans les romans, dans les mangas, dans la version papier. Mais non. Donc je suis un peu sad. J'en attends plus. Je n'abandonne pas pour autant parce que j'en ai encore plein de tomes à lire et je les lis de temps en temps au milieu de mes lectures. Ça fait pas de mal. Généralement, je les lis en même temps que je lis une nouvelle. Et là, du coup, justement, j'ai lu une nouvelle par Pittacus Lore de 100 pages qui est Five's Betrayal, donc la trahison de numéro 5. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est la série que j'adore lire à la base. C'est numéro 4, l'héritage des Loriens, c'est toute la saga. Et donc, ces nouvelles sont entre chaque tome principaux de la série. Et celui-là, c'est environ avant... Alors, normalement, il faut le lire, je pense, après l'empreinte de 5. Donc, dans le titre français, ils ont été malins.
ils n'ont pas mis de spoiler. Alors que dans le titre anglais d'origine, c'est la chute de 5. Donc, les gens peuvent se dire, mince, ça se trouve, numéro 5, elle va mourir ou il se passe un truc grave avec lui. Mais ensuite, quand on est au milieu du livre, t'es en mode, est-ce qu'il va pas nous trahir? Bon, bref. Là, c'est la nouvelle qui explique sa backstory, parce que du coup, dans la série numéro 4, on est du point de vue du personnage qui s'appelle numéro 4, John Smith. Il comprend pas et on ne voit pas les signes avant-coureurs. Là, on a le détail de l'histoire de ces personnages de science-fiction adolescents. On avait déjà eu la première partie, je crois, je vous en avais déjà parlé. Là, on rentre vraiment dans le détail de comment il se fait endoctriner. Avant ça, on a toute la haine, le ressenti, le fait qu'il en veut à ses soi-disant alliés. Et là, on est dans le côté, maintenant c'est fuck it, je rejoins les méchants et ça commence. Et c'est tout l'engrenage dans lequel il se fait manipuler et tout ça. Donc, quelque part, je trouve toujours que c'est un traître. Je le déteste toujours, ce personnage, quelque part. Mais en même temps, je comprends mieux comment il a pu arriver là où il en arrive. Donc, je suis mitigée. Je lui en veux encore. Et en même temps, j'ai de la compassion parce que vraiment, il a été lobotomisé. En fait, ce gars, on lui a retourné le cerveau. Il a été endoctriné pour quelque chose et il est tombé plein dedans. Et c'est marrant qu'ils connaissent le terme endoctriné parce qu'à chaque fois, il dit « Ouais, les autres, ça se voit qu'ils ont été endoctrinés. Alors que moi, là, on est en train de m'apprendre la vérité. » Bah non, justement, tu te fais bien avoir, mon coco. C'était une bonne explication de la psyché du personnage. Donc pour ça, c'était intéressant. Je lui ai mis 4 étoiles à cette nouvelle. J'ai beaucoup aimé. Que dire de plus? Je vais pas vous donner plus de spoilers, je crois que j'en ai déjà donné quelques-uns en plus. Je crois que c'est juste avant qu'ils viennent dans l'empreinte de 5. C'est tout ce qui se passe depuis le tome 2 ou 3, je pense, jusqu'à là. Actuellement, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire Hot House Flower par Krista et Beccari Kichi. Hot House Flower, c'est le tome 2 de la série Calloway Sisters. Et donc, c'est le 5e tome de la saga des Addicted Calloway. C'est-à-dire qu'il y a la petite série Addicted et il y a la série Calloway Sisters, mais elles s'intertwinent. Comment on dit en français? En français, ça y est, je perds mon français. Intertwine, ça s'intercale, oui. Les tomes, celui que je lis dans l'ordre, c'est sur troisième petite sœur et sur le grand frère de l'héros du premier tome. Ça fait 480 pages. Je l'ai commencé le vendredi 21 juin et je prévois de le finir le 25 juin. Là, je suis actuellement en train de le lire. J'en suis à 190 pages. Je vais continuer ce soir. J'aimerais atteindre les 300 pages ce soir. On verra. Il date de 2014, ce tome-ci. Au départ, je trouvais qu'ils insistaient trop sur la différence d'âge, alors que je vois pas le souci. Techniquement, vraiment, là, comparé à l'autre histoire où ils se sont rencontrés, elle était mineure, il avait envie d'elle. Là, il l'a rencontrée, elle avait 17 ans. Et ils s'appréciaient, mais je ne pense pas qu'il y avait d'attirance physique. Et c'est que là, depuis qu'elle a vécu un certain traumatisme et qu'ils sont souvent ensemble, que les sentiments sont en train d'apparaître. Et j'aime beaucoup. Et puis en même temps, je sentais la tension arriver dans les tomes précédents. Et je voyais à côté que ce soit un peu une romance interdite avec les autres personnages. C'est une relation un peu bancale, mais en même temps, quelque part, là, cette fois-ci, j'aime bien. C'est bien écrit, c'est bien fait. Comment, vraiment, il n'y a rien de malsain dans sa tête à lui. C'est juste, il l'adore, il veut la protéger, il veut qu'elle soit bien. Et elle est attirée par lui. Elle a toujours eu un petit crush. Elle a un petit crush sur lui depuis un moment, mais en même temps, elle va rien faire. Ils sont amicaux, ils se taquinent. Et elle est en mode jamais il s'intéressera à moi. Et là, il vient de se passer un truc dans le roman et je suis en mode voilà. Donc j'ai plutôt hâte de voir la suite. Moi, j'apprécie cette lecture. J'espère que ça se terminera plutôt bien et que j'aimerais ce qui va se passer. Je crois que j'ai encore quelques tomes dans la saga à lire ensuite. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que j'ai prévu de lire? Eh ben, j'ai prévu de lire le tome 2 de TOG, donc de Throne of Glass, donc Crown of Midnight. Cette fois-ci, c'est donc la couronne de minuit, toujours pas Sarah J. Maas. Et celui-ci, il fera 435 pages sur ma liseuse. Je compte le finir normalement le 29 juin, parce que je vais mettre 4 jours normalement à le lire. Après ça, je vais vous dire de plus. Il a été publié en 2013. Je sais pas si ça va reprendre là où on s'est laissé, je sais pas s'il y aura un time jump. En tout cas, c'était assez intéressant cette fin. Et là, je pense qu'on va rentrer dans la partie qui m'intrigue bien plus. Normalement, ce sera le dernier livre que j'arriverai à finir en juin. Donc ça me fera, je crois, 9 livres lus en juin. Et je compte commencer, parce que le 29 juin, il reste un jour avant de passer en juillet. Je compte commencer le 30 juin la lecture de Dixon Rule, donc la règle de Dixon par Elle Kennedy. C'est un livre qui fait 125 pages et c'est le tome 2 après le Graham Effect, l'effet Graham. Normalement, je devrais le finir le 4 juillet.
Il a été publié en mi-mai 2024, que dire de plus? J'espère que je vous ai pas trop paumé. J'ai été un peu vite, j'ai pas donné tant de résumés que ça sur les livres que je lis. Sur le Throne of Glass, qu'est-ce que je peux dire? C'est une assassine, la personnage principale. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, ceci dit. Et en gros, elle est sélectionnée pour une compétition pour devenir le champion du roi. Et alors qu'elle déteste le roi, mais bon, pas grave, sinon elle reste prisonnière dans une prison où il pratique l'esclavagisme et la maltraitance, et vraiment c'est des pires conditions ever. Et du coup elle saisit cette opportunité pour devenir son champion. Ce sera un peu celui qui fera toutes les manigances du roi en cachette. Elle devra tuer qui devra demander, elle devra espionner, elle devra sûrement faire plein de trucs. Et en même temps, du coup, elle est surveillée par le général de la garde du roi, ou du prince plutôt, du roi, du prince, je sais plus, Paul, avec qui elle s'entend moyen, mais en même temps, petit à petit, à force de passer du temps ensemble, avec la proximité forcée, et ben, il y a des liens qui se tissent. Et en même temps, elle se rapproche du prince, qui lui, clairement, il est comme elle, il déteste les projets de son père, il déteste comment son père a détruit ce monde fantastique pour que seuls les humains règnent et prohibé la magie et tout ça. Sauf qu'il y a un petit aspect mystérieux qui se passe, qu'elle découvre en cachette, c'est que il y a des créatures, il y a des meurtres qui se font, qui sont peu naturels, et donc en gros là, il y a des aspects magiques qui reviennent et des manipulations, et un peu, on a plusieurs points de vue, on tourne entre tous les points de vue et c'est assez intéressant. L'effet Graham, donc je vous ai dit, c'est la fille du héros du premier tome. Elle veut absolument aller aux Jeux Olympiques parce que pour les femmes, il n'y a pas de une coupe spécifique, donc elle vise les Jeux Olympiques dans l'équipe des femmes. Et lui, par contre, il veut juste participer à un camp d'été dirigé par le père de cette fille. Ils se sont rencontrés quand ils étaient adolescents, quand ils avaient été au camp. Il aura des faveurs spéciales s'il devient un des coachs de ce camp. Et donc pour ça, il faut passer une sélection et être approuvé par son père et quelqu'un d'autre. Il est parti sur un mauvais pied et en plus, il se rapproche avec elle petit à petit quand ils essaient de s'aider mutuellement. Et voilà. Dirty R2, qu'est-ce que c'était? Je vous ai dit, c'était une fille qui est attirée tout de suite par ce compétiteur de F1. Mais en plus, elle, c'est la fille du coach de l'équipe adverse. Elle a décidé de passer un an avec lui et de voyager dans chaque endroit dans le monde où ils vont pour ses courses. Et elle devient amie avec lui. En plus, il tombe sur une bucket list qu'elle s'est créée. Et c'était une bucket list assez explicite parce qu'en fait, la meuf, elle a jamais pop-up, elle a jamais fait d'artifice au lit avec les messieurs et elle commence à en avoir marre. Du coup, elle s'est dit, bah là, vu que je vais voyager partout dans le monde pendant un an, j'aurai le temps de faire des coups d'un soir et d'expérimenter des trucs que je pouvais pas expérimenter avant. Elle fait pas que des trucs épicés dans sa liste, mais il y en avait principalement, et donc il tombe là-dessus. Et au départ, il essaie de la draguer pour pouvoir faire les trucs épicés avec elle, mais quand elle le recale, elle le friendzone un peu. Il est en mode, bon, viens, on va faire les autres trucs excitants, comme aller sauter en parachute et tout ça. Et petit à petit, il crée des liens, et voilà. Olympus Pride, le numéro 4, je vous ai dit, elle est mineure, elle rencontre son âme sœur qui lui est bien plus vieux, il attend qu'elle soit majeure, elle rentre dans sa troupe, elle essaie de devenir une femelle bêta, et en même temps elle a un stalker qui commence à se manifester, et il y a des tensions avec un groupe d'anti-métamorphes qui essaie d'attraper un de leurs camarades de meute et de vendre sa peau d'animal dans le marché noir. Donc il y a tout ça à gérer. Ensuite, Not in Love par Ali Hazelwood, ça je vous ai pas dit, je vous ai pas fait le résumé. Et ben je vous le fais maintenant. C'était une jeune femme qui fait que du qui n'attend pas de relation sérieuse, qui s'est trouvé un match sur internet. Pour moi, elle est un peu autiste, hein, cette personnage. Il n'y a rien de négatif, c'est juste que niveau social et façon aisée de parler et tout ça, elle est très mal à l'aise. Et donc, quand elle en vient au sexe, c'est la seule chose qu'elle sait maîtriser, qu'elle peut contrôler. Donc, elle décide de faire ça de temps en temps avec des inconnus sur internet. Et sauf que là, il y a son frère qui pointe le bout de son nez au moment où elle va rencontrer ce gars. Elle tout de suite ruine le date. Et le monsieur qu'elle vient rencontrer prend en charge sa sécurité et tout ça pour la ramener chez elle et s'occuper d'elle et être très poli et il la juge pas. Et en fait, ensuite, elle apprend qu'en fait, c'est un des gars qui va racheter la société de sa patronne, qui est aussi sa meilleure amie. Tout de suite, ils sont embarrassés, mais il y a toujours cette attirance très physique entre eux. Et donc, c'est est-ce que oui ou non on cède à notre physique, même si techniquement on est censé ne pas s'apprécier. Voilà, tel est le débat. Mon manga, je vous en parle pas, c'est juste une romance avec un prince, des gardes du corps et tout, dans un monde même pas fantastique, juste médiéval. Ensuite, la trahison de numéro 5, ça je vous ai plutôt dit en détail que c'était
Vous vous rappelez, dans la série numéro 4, c'est des aliens qui viennent d'une planète qui a été annihilée par une autre espèce d'alien qui viennent sur Terre. Il n'y en a plus que 9 et avec leur mentor, et tous ils se dispersent parce il faut pas qu'ils soient retrouvés ensemble pour éviter de se faire rattraper. Ils peuvent pas être tués dans le désordre, il y a un nombre d'ordres et il y a déjà 3 d'entre eux qui ont été tués. Lui, le personnage principal qu'on suit, c'est le numéro 4 et donc c'est le prochain sur la liste pour se faire tuer. Un numéro 1, 2, 3 sont déjà tués par les Mogadoriens, les ennemis. Eux, c'est des Loriens, donc c'est des gentils. Mais ils doivent être cachés sur Terre et pas révéler qu'ils sont des aliens. Et bref, suite à plusieurs épopées, ils réussissent à se retrouver, les autres. Et donc, il y a ce numéro 5 qui apparaît en dernier dans le groupe, qui rejoint les autres en dernier. Et il est un peu bizarre et on sait pas trop quel est son délire. Et là, du coup, c'est sa backstory qu'on est en train de lire dans la nouvelle. Ensuite, Hot House Flower, c'est sur ce groupe famille, amis qui... Au fil des tomes, tout commence à se renforcer. C'est une found family, je dirais, une reformée family. C'est-à-dire que c'est que des enfants de riches. Ils ont tous vécu des traumatismes. On commence la série avec ce couple de 2 addicts, un alcoolique et une sex addict. Et elle a une grande sœur qui, elle, était vierge, mais maniaque du contrôle et qui est à la tête d'une société de mode, ces 2 personnages du premier tome. Et ils se sont fait un ami qui est un peu le gars le plus intelligent, un peu arrogant et tout ça, mais en même temps très droit. Et en fait, on apprend à aimer ce personnage qui, lui, est intéressé par la grande sœur. Et donc, ils se rapprochent. Et en fait, ces 2 sœurs, elles ont une petite sœur aussi qui, elle, est une jeune mannequin et qui, plusieurs fois, ça se voit qu'elle n'apprécie pas ce qu'elle fait, qu'elle est forcée par sa mère, qu'il y a un problème par rapport à la nourriture, son poids, tout ça, et en même temps qu'elle en profite dès qu'il n'y a pas sa mère pour faire des trucs extrêmes niveau adrénaline. Et du coup, il y a le premier personnage masculin, donc l'alcoolique, qui découvre qu'elle a un grand frère, et ce grand frère avec qui il essaie de se rapprocher, il est pareil que elle, la jeune, et il a des trucs d'adrénaline. Il va parfois faire de l'escalade sans corde ni sans rien. Il fait aussi il fait des sauts et tout ça. Enfin bref, donc quand il la rencontre elle alors qu'elle est mineure et qu'elle fait des trucs extrêmes, il est là pour la canaliser ou lui montrer comment faire ça en sécurité. Et donc tout de suite il tisse un lien assez fort. En plus, il se retrouve un peu embarqué dans les dramas des autres qui sont leurs frères et sœurs. Là, on se retrouve dans le tome quand elle a enfin 18 ans et ça fait des mois qu'elle a vécu quelque chose et qu'il l'aide à surmonter ça. Et qu'on est en train de voir comment, alors que son propre frère alcoolique qui est en train de se remettre, qui est en train de devenir sobre et tout ça, lui interdit de la toucher, de devenir sexuel avec elle, parce qu'en fait, il pense que si son frère est rentré dans sa vie après tout ce temps et qu'il en profite pour aller draguer la petite sœur de sa chérie, c'est pas ouf. Enfin voilà, les 2 autres tomes que je n'ai pas encore lus, je verrai de quoi ça parle. J'espère que cette vidéo vous a plu, je n'ai plus grand chose d'autre à dire. Si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Excusez-moi si je suis partie trop loin dans mes explications, si je regardais trop en l'air pour réfléchir et tout ça. C'est assez improvisé, c'est assez rapide aussi comment je parle. Et alors il est 16h58, donc dans une demi-heure, je dois aller faire un spectacle de batterie. Si vous avez aimé, lâchez un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Commentez tout ce que vous pensez sur les livres, sur ce que je vous ai dit, si ça vous donne envie, s'il y en a que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Ensuite, que dire de plus ? Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes lectures. Moi, je vais retourner à ma liseuse. J'espère que pour ceux qui vont partir en vacances, c'est plutôt bien. Bonne chance pour le brevet, encore une fois, bonne chance pour les dernières épreuves sont passées, donc j'espère que vos résultats à vous se passent bien à la fac. Pour le bac, good luck. Et sinon, que dire de plus ? L'été arrive, même si on dirait pas toujours. Aujourd'hui, ça va, il fait beau, mais il y a plusieurs jours où il pleut. Ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même caca. C'est pas grave. On a les livres pour oublier. Moi, je vous dis bisous bisous et bye bye.